un tigre arpente le royaume des lions, à 12 000 km des terres où il est né. Nous sommes au cœur de l'Afrique du Sud. Ce tigre est l'un des animaux les plus rares du monde. Si ce tigre a fait un si long chemin, c'est par la volonté de cette femme. Li Chuan est née en Chine. Après des études aux États-Unis, Li Chuan veut donner un sens à sa vie. L'animal qui, selon elle, représente mieux que le panda les vertus et les valeurs de la Chine est en danger. On le dit déjà éteint. Elle décide de le sauver, ce tigre. Cette décision folle, insensée, va bouleverser sa vie. Elle annonce plus de 10 ans de combat et d'aventure. L'animal que veut sauver Li Chuan n'est pas n'importe quel tigre. C'est le légendaire tigre de Chine du Sud. Il appartient à l'espèce originelle, dont descendent tous les autres tigres, qu'ils soient du Bengale, de Sumatra, d'Indochine ou de Sibérie. Aujourd'hui, on estime qu'aucun tigre de Chine du Sud ne survit à l'état sauvage. Au moment où commence l'incroyable aventure que raconte ce film, il n'en existe plus que 70, tous en captivité. Je crois qu'une part de moi ressent un lien émotionnel avec le tigre, tandis qu'une autre part comprend l'importance de sauver le tigre de Chine du Sud de l'extinction. Li Chuan ne pourra pas apprendre la vie sauvage à des tigres nés en captivité en Chine, où les écosystèmes du prédateur ont disparu. Il faudra du temps pour les reconstituer. En attendant, une nouvelle terre où se trouvent proies et spécialistes attend ces animaux sur le continent africain où l'on pourra établir un centre de réadaptation. Une telle expérience de retour à la vie sauvage n'avait jamais été tentée auparavant à cette échelle et sur une telle durée. Elle propose d'innombrables défis aux scientifiques, aussi bien qu'aux philosophes. Quand j'étais petite, au zoo, j'allais toujours voir les tigres et les léopards. Je crois que le tigre, c'est la perfection produite par la nature. Quelques tigres peuvent encore sauver l'espèce à laquelle ils appartiennent. Il leur faudra de la force et un incroyable sens de l'adaptation. Ce sont les tigres de la dernière chance. C'est ici que l'histoire commence. Une expédition se dirige vers la province du Jiangxi, patrie des tigres de Chine du Sud. Aucun tigre n'a été vu depuis longtemps dans la région. Se pourrait-il que des animaux isolés survivent à l'abri des regards dans la forêt, ce qui permettrait de ressusciter l'espèce sur place, en Chine? On interroge en vain des paysans, des gardes-chasse, des guides, tous ceux qui pourraient avoir aperçu le tigre. Ils parlent d'une époque révolue où l'on retrouvait au matin les restes d'un cerf que le tigre avait tué, mais ce ne sont pour eux que des souvenirs d'enfance.
Le tigre de Chine du Sud fut jadis désigné comme ennemi du peuple car sa présence nuisait au développement agricole. L'animal fut alors massacré par les paysans avec le soutien du gouvernement du président Mao. Mais il faut se rendre à l'évidence, le tigre a disparu. Des prises de vue automatiques ont été faites pendant des années sans qu'en résulte jamais la moindre image probante. La preuve est faite, c'est bien à l'autre bout du monde qu'il faudra trouver les espaces, les proies et les experts dont le tigre de Chine méridionale a besoin pour redevenir sauvage. C'est là, en Afrique du Sud, sur les berges du fleuve Orange, que Li Chuan tentera de sauver l'espèce. 17 fermes abandonnées ou en faillite sont unifiées pour constituer une gigantesque réserve de 33 000 hectares. Les murs, les barrières, les grilles sont abattus. On fait disparaître les bâtiments, les silos, les infrastructures qui évoquaient encore l'occupation de cet espace par les hommes. Plus rien ne doit rappeler leur présence. Il faudra des mois pour que rien ne puisse plus entraver la course des autruches, des gnous ou des antilopes. Une savane semi-aride, libre de tout obstacle, se révèle bientôt. La réserve s'appellera Laohu Valley, la vallée des tigres. Le fleuve Orange, encaissé dans des canyons, traverse la terre promise aux tigres. Une terre où se conduira une expérience attendue par le monde scientifique avec une grande perplexité. Comment se comporteront des tigres dans cet écosystème? À Pékin, 2 des derniers tigres de Chine du Sud, parmi les 70 élevés en captivité, vont être confiés à Li Chuan. Au zoo de Shanghai, Li Chuan rencontre Tan Jun, le soigneur des 2 animaux qui lui sont destinés. Les tigres, une femelle et un mâle, se nomment Cathay et Hope. Le premier est âgé de 7 mois et l'autre de 8. Cathay et Hope sont nés en captivité. Leurs pattes n'ont jamais foulé que des sols de béton. Ils dépendent entièrement des hommes qui les ont élevés. Ce jour-là, ils sentent que quelque chose se prépare, qui ne leur plaît guère. Il faut d'abord capturer Cathay, la jeune femelle. Hope, le mâle, a assisté à la capture de sa congénère. Il ne se laissera pas prendre aussi facilement. Le voyage de Hope et Cathay durera près de 2 jours. Ils feront escale à Hong Kong avant de rallier Johannesburg. Tout au long du trajet, Tan Jun et Li Chuan récapitulent les moindres détails des protocoles que vétérinaires et scientifiques ont établis pour les jours, les semaines et les mois qui suivront. Pendant ce temps, en Afrique du Sud, il faut veiller à éviter une catastrophe. Si les tigres amenés en Afrique s'échappaient, ils pourraient provoquer des effets négatifs sur l'équilibre de la faune locale.
il risquerait aussi d'être pris pour cible par les hommes. Plusieurs centaines de kilomètres de clôtures électrifiées et dotées de systèmes de télésurveillance sont érigés pour prévenir ce risque. Aucun incident n'a marqué le long, l'interminable voyage. Les caisses de Hope et Cathay sont déchargées en priorité. Hope et Cathay garderont leur citoyenneté d'origine. Comme d'autres tigres qui pourraient les rejoindre, et comme les bébés qui viendraient à naître sur le sol africain, ils demeureront toute leur vie propriété du gouvernement chinois. Un jour, tous, sans exception, reviendront en Chine. Pour les deux tigres venus de si loin, le voyage n'est pas encore fini. Ils doivent subir une inspection vétérinaire et une période de quarantaine à l'aéroport de Johannesburg. Il a fallu à Lichuan des années d'efforts pour en arriver là. Certains dissimulent leur scepticisme sous un sourire de circonstance. Le soutien moral et financier de son mari, Stuart Bray, un banquier d'affaires conquis à sa cause, n'a jamais fait défaut à Lichuan. J'ai du mal à y croire. Les mots ne suffisent pas. Je dirais simplement que je suis très, très heureuse de ce que nous avons accompli, en dépit de toutes les difficultés. C'est un grand jour, et je ne pourrais pas être plus fier de Lee. C'est un grand jour pour la Chine, l'Afrique du Sud, et surtout pour les tigres. La flèche anesthésiante décochée par le vétérinaire a touché Cathay en haut de l'épaule. Pas de problème. L'analyse des tissus et du sang prélevés sur Cathay attesteront qu'elle n'est atteinte d'aucune maladie. Vient le tour de Hope, et l'on espère que, de la même manière, les examens ne seront qu'une formalité. Mais, outre une canine qui s'est abîmée au contact des barreaux de la cage et qu'il faudra extraire, on décèle des ulcérations sur la peau du jeune tigre. Les rayonnements ultraviolets permettent un premier diagnostic. Le pelage de Hope est atteint d'une maladie appelée la teigne. Elle est due à des champignons microscopiques qui attaquent le cuir de l'animal et provoquent des lésions cutanées susceptibles de s'infecter. Il faudra analyser les poils pour en avoir le cœur net. Petri Viljoen, un conservationniste sud-africain respecté et expérimenté, a été choisi pour coordonner les efforts des scientifiques à Laohu Valley. Bonjour Hein, c'est Petri. Je suis à la première grille. Il ne me reste qu'1 kilomètre pour arriver à l'entrée principale où je vous retrouverai. Petri devra aussi répondre aux préoccupations de la communauté scientifique.
On s'étonne par exemple que l'ensauvagement des tigres ne se déroule pas en Chine. L'ensauvagement requiert de grands espaces et des spécialistes. Si l'on a choisi l'Afrique du Sud, c'est parce que les uns et les autres y sont abondants et disponibles. Zone de quarantaine, zoo national à Pretoria. Des prélèvements de tissus cutanés sont effectués sur Hope. Ils permettront d'identifier la souche de champignons microscopiques qui s'attaquent à sa peau. Seul un animal en parfaite santé pourra affronter la savane et s'adapter à un milieu inconnu. Les plaies sont soigneusement suturées. Après l'ablation de la canine endommagée, on prélève des cellules des muqueuses buccales. On extraira l'ADN afin de préciser les indications génétiques qui figureront au registre de l'animal. « 94. Du polysulfure de calcium, un produit destiné à stopper l'infection, est utilisé sous forme de shampoing pour débarrasser le tigre de ses mycoses. Les tigres trouveront-ils à Lao Valley les proies qui leur sont nécessaires? Petri Viljoen va devoir répondre à cette question. Pour collecter les données pendant le survol, nous utilisons des instruments. Celui-ci sert à enregistrer les observations. Nous utilisons aussi une carte avec un système GPS qui indique notre trajet ainsi que les zones à observer. Enfin, la caméra reliée au GPS permet de photographier les hardes, de compter les animaux et d'analyser les données par la suite. Les photos sont géolocalisées. Je dois y aller, l'hélico est prêt à décoller. Les tigres de la dernière chance devront apprendre à chasser, à tuer, à subvenir à leur propre existence sans intervention humaine. Pour cela, ils doivent avoir accès à des proies comparables en taille et en force à celles qu'ils trouveront dans la réserve qu'on aura préparée pour eux en Chine. Petri Viljoen s'inquiète de la diversité de la faune et a organisé un comptage des herbivores dans la vallée. Des impalas, des springboks, des oryx, des élans du Cap, sans parler des lièvres ni des autruches, ont élu domicile à Lao Valley. Pour accéder à ces festins, les tigres devront d'abord apprendre à chasser. Sans cela, l'expérience ne réussira pas. À Pretoria, la quarantaine de Hope et Kate s'achève, ce qui garantit qu'aucun organisme infectieux actif venu d'Asie n'aura été introduit par eux sur le continent. La période de couvaison de toute maladie exotique est en effet désormais dépassée. Beau travail! Félicitations à vous tous! Les deux jeunes tigres sont placés dans des caisses pour le dernier tronçon de leur voyage vers la réserve de Lao Valley. Ok, on lève. Prends-la de côté, il faut qu'elle reste horizontale si possible. Lao Valley est situé au cœur de l'État libre, le Free State. Pour y parvenir, le voyage par la route durera toute une journée. Tan Jun, le jeune soigneur chinois, veille sur Kate et Hope. C'est à la nuit tombée que les deux tigres découvrent leur nouveau domaine. Ils séjourneront d'abord le temps de s'acclimater dans un enclos de quelques hectares. Nés et élevés en captivité, ils n'ont jamais de toute leur vie
arpenter un si grand, un si mystérieux espace, chargé de tant d'odeurs inconnues. Au matin, Katey et Hope semblent avoir déjà pris possession de leur territoire. Prends quelques photos. Habitués à des nourritures industrielles ou décongelées, Katey et Hope vont subir un changement radical de leur régime alimentaire. Le premier jour, la chair crue d'un poulet fraîchement tué pour eux ne stimule guère leur appétit. Il ne faudra pas longtemps pour que les deux tigres retrouvent leur appétit. Cependant, le véritable apprentissage de la vie sauvage commence. Il faut que Katey et Hope parviennent à associer à l'idée de nourriture un animal mort ou vivant, avec toutes ses plumes ou tous ses poils. Pour les deux jeunes tigres, ce n'est d'abord qu'un jeu. Et on n'y gagne pas à tous les coups. Peu importe qu'ils deviennent assez sauvages pour survivre sans aide en pleine nature, mais ils doivent le devenir assez pour éduquer les petits qui naîtront un jour là-haut, car seuls les tigres de la deuxième génération sont destinés à une vie libre et sauvage en Chine. Enfin, on leur offre un adversaire à leur mesure. Un centre de réhabilitation a été établi au cœur d'une immense réserve. 2 premiers tigres sont arrivés en Afrique du Sud et s'y sont acclimatés. Le rêve de Lichuan prend forme. Mais le plus difficile sera de tenir. Des personnalités, des photographes et des journalistes accueillent 2 nouveaux tigres. Le gouvernement chinois continue de miser sur le succès de Lichuan. Le premier animal est un mâle de 8 mois nommé Tiger Woods. Alors que Tiger Woods foule déjà l'herbe de la savane, lui dont les pattes n'ont jamais connu que le béton du zoo de Shanghai où il est né, sa congénère semble abattue, exténuée. Madonna, d'1 mois moins âgée que lui, a vomi. Elle tremble de tout son corps et ne trouve pas la force de se soulever. Ce sont des symptômes de déshydratation. La faiblesse de l'animal est préoccupante. Madonna n'a même pas la force de laper l'eau placée près d'elle. Il va falloir hydrater la tigresse, mais sa faiblesse pourrait rendre fatale toute tentative de l'anesthésier. Il faut la capturer à la main en s'aidant de couverture.
Madonna gaspille ses forces à fuir les hommes. À 7 mois, Madonna est déjà capable de déchirer, du croc aussi bien que de la griffe, une main ou un bras. Elle est si déshydratée qu'on lui transfuse plus d'1 litre de sérum physiologique directement dans l'estomac. On profite de son immobilisation pour vérifier son état général. L'inspection révèle une infection à la base des griffes et une ulcération des gencives au niveau d'une dent endommagée. Lorsqu'une espèce est à ce point en danger de disparaître, chacun de ses représentants prend une valeur inestimable. Les infections de Madonna sont traitées par antibiotiques, sa patte désinfectée, sa dent soignée. Il ne reste plus qu'à espérer qu'elle se rétablira. Le lendemain matin, Madonna semble reprendre un peu de vigueur. Les tigres ont une prédilection pour l'eau, et le plaisir que lui procure une douche improvisée prouve que la tigresse reprend goût à la vie. Alors que Madonna a repris ses forces, un orage d'une violence inouïe va brutalement changer le cours du destin. Pendant la nuit, la foudre a interrompu l'alimentation électrique des clôtures. Une troupe de babouins s'est introduite dans l'enclos où se trouvent Cathay et Hope. L'un d'eux a infligé à Hope une blessure longue et profonde. Les babouins, très agressifs, portent des canines de 10 cm, aussi longues et acérées que celles d'un lion. Il faut endormir le jeune tigre pour nettoyer la plaie et la refermer. La blessure est moins grave que spectaculaire, mais elle s'ajoute à toutes les fatigues d'un changement d'environnement. Tant de choses ont bouleversé la vie de Hope en moins de 2 ans, il faut prêter une attention particulière au risque d'infection. Les crocs de babouins ont pu transmettre à Hope des germes pathogènes. Isolée dans l'enclos voisin, sa compagne Cathay le contemple. Elle aussi est traumatisée. Leur santé retrouvée, les tigres venus de Chine vont franchir une étape déterminante de leur initiation à la vie sauvage. L'apprentissage de la chasse. On capture une antilope. Elle appartient à l'espèce des damalisques à front blanc, en surpopulation dans la région. Cathay devra un jour se montrer capable de transmettre à ses petits comment chasse un vrai tigre. C'est le moment pour elle et pour Hope de prouver leur vaillance. Ils l'ont eu. La prise est malhabile. Les jeunes tigres ne savent pas encore tuer, comme leurs ancêtres sauvages, par une prise bien ajustée sur la nuque de la proie et un basculement qui brise les vertèbres.
L'antilope leur résiste. Enfin, Hope comprend où s'agripper pour venir à bout de sa proie. Toutes les vies se valent-elles? Est-il moralement acceptable de sacrifier une antilope, même commune et vouée au fusil des chasseurs ou au piège des fermiers, pour sauver l'un des animaux les plus rares du monde? La vie d'un rhinocéros vaut-elle mieux que celle des insectes ou batraciens que ses pieds écrasent à chaque pas? Les jours qui viennent n'apporteront aucune réponse à ces questions. Le ciel s'assombrit à la Oahu Valley. Un jour d'août, à l'âge de 2 ans et demi, et 2 ans après son arrivée en Afrique, Hope est pris de convulsions. Malgré les soins qui lui ont été administrés, son état se dégrade d'heure en heure. La mort d'un seul tigre de Chine du Sud suffit à rapprocher toute l'espèce de son extinction. Les équipes vétérinaires s'acharneront jusqu'au dernier instant. Ça a été très dur pour moi, parce que Hope était comme mon petit garçon. C'était un bon chasseur. Il a appris à chasser. J'ai veillé sur lui en personne avant qu'il ne meure. Et c'était bouleversant de voir un petit comme lui devenir un splendide chasseur. Alors c'est... La mort de Hope, dont le nom signifiait espoir, produit un effet dévastateur car elle semble compromettre tout le projet de Li Chuan. L'autopsie du tigre montrera que celui-ci a succombé à une infection pulmonaire et à une insuffisance cardiaque, lesquelles auraient aussi bien pu survenir en Chine. Il n'en reste pas moins que sa mort jette aussi bien pu survenir en Chine. Il n'en reste pas moins que sa mort jette un discrédit apparent. Les cris de Katé résonnent dans le soir. Ceux de Hope ne leur feront plus écho. La perte d'un tigre, juste avant qu'il n'atteigne la maturité sexuelle, est un coup dur. They're going to stir up the genetic pot. You know, thousands of clones. He said there are still habitat in China. And really, too, depending on how you want to... Cependant, Li Chuan veut se battre. Avec l'aide des scientifiques qui, depuis le début, lui apportent leur soutien, elle se projette vers le but ultime. Effort to design the introduction site. Ces hommes et ces femmes, parmi les meilleurs spécialistes des félins au monde, viennent des États-Unis, du Brésil, du Japon, de Namibie, d'Afrique du Sud et bien sûr de Chine. Ils passent en revue les moindres détails du protocole expérimental et des questions d'éthique. Des voix s'élèvent pour dénoncer les efforts tentés pour sauver une espèce qu'on dit condamnée. Ils soulignent le nombre d'espèces auxquelles on a ainsi pu éviter l'extinction. L'approche de Li Chuan n'est pas conventionnelle. Ils affirment qu'elle élargit la palette des stratégies de conservation. On est choqué par l'ampleur des moyens investis. Ils soulignent qu'ils ne le sont pas au détriment des efforts consentis en faveur d'autres causes. On s'étonne que Li ne soit pas une scientifique. La présence de Laurie Marker, devenue la meilleure spécialiste des guépards après avoir subi à ses débuts les mêmes critiques, invalide cet argument.
Le meilleur signe d'adaptation d'une espèce à son environnement est sa capacité à s'y reproduire. À Laohu Valley, on attend toujours les tigres de la deuxième génération. Jusqu'à ce qu'un jour d'été, Kate vienne déranger Tiger Woods dans sa sieste. Kate fait sentir à son congénère qu'elle est en chaleur. Elle le restera pendant 9 jours. La parade amoureuse commence. Quand Kate est prête à se laisser féconder, elle adopte une posture caractéristique. Pattes avant étirées et arrière-train offert. Puis, tour à tour, elle se soumet ou résiste. Quand le mâle se retire, son pénis hérissé de petites pointes racle le vagin de la femelle, lui causant une vive douleur. L'accouplement peut se produire plusieurs fois par jour, jusqu'à ce que les amants, lassés, reprennent leur force. À la chasse, les tigres de Laohu Valley s'aguerrissent. Ils coordonnent leur action, laissant peu de chance aux proies. Leur prise s'est ajustée. Ils sont enfin devenus de véritables prédateurs, puissants et implacables. Pendant ce temps, en Chine, Petri Viljoen recherche les zones où pourrait être établie la réserve qui abriterait les tigres des deuxième et troisième générations lors de leur réintroduction. Plusieurs forêts pourraient les accueillir. L'un d'eux est situé sur le tropique du Cancer. L'Afrique du Sud n'est guère éloignée du tropique du Capricorne. Les variations de température sont de celles que le tigre endure sans problème. Je pense que cette zone a un très bon potentiel pour la réintroduction du tigre. Bien sûr, il y a déjà eu des tigres ici. Dans le passé, oui, comme nous le savons. On dénombre trop peu de proies dans la réserve que Petri Viljoen a visitée. Il faudra chercher encore. En attendant, à Laohu Valley, il apparaît bientôt que Kate a bien été fécondée par Tiger Woods. Ce jour-là, elle va donner naissance au premier bébé tigre de Laohu Valley. C'est ce que toute l'équipe espérait depuis si longtemps. La mise bas est imminente. Par crainte que le si précieux bébé soit victime d'un prédateur, Kate a été isolée dans un abri fermé. La tigresse, presque sans s'en apercevoir, expulse son petit, qu'elle projette en se retournant à gauche de sa cage. Comme elle l'aurait fait en pleine nature, Kate lèche son petit et le prend dans sa gueule. C'est alors que se produit l'irréparable. L'un des témoins de la scène pense que l'inexpérience de la mère va mettre le petit en danger. On décide de le lui retirer.
Le bébé s'appelle Hulu. Les hommes l'auront aidé à naître et devront aussi le faire grandir. On ne peut plus espérer de lui qu'il devienne sauvage comme ses ancêtres. Hulu grandira et vivra heureux, mais il a déjà perdu sa place dans la course au retour vers la Chine. Heureusement, il reste un espoir pour l'espèce. En effet, Tiger Woods a aussi fécondé Madonna. Hélas, celle-ci fait naître un petit quasi mort-né. Malhabile, effrayée, elle ne semble pas savoir ce qu'est ce petit être qui bouge à peine. Elle ne sait quel comportement adopter. Quand l'instinct reprend le dessus, elle n'a plus à saisir dans sa gueule qu'une petite boule de chair inerte qui ne survivra pas. Ils semblent bien fragiles désormais, l'espoir de revoir dans leur forêt originelle des tigres de Chine du Sud. Pourtant, Li Chuan n'entend pas abandonner le tigre de Chine du Sud aux naturalistes des muséums. Si survenait une nouvelle naissance, tout pourrait encore être sauvé. Li Chuan n'a pas dit son dernier mot. Sans assistance des hommes, Katay va devenir mère pour la deuxième fois. Dans un abri mis en place dans son enclos, afin qu'elle s'y sente aussi protégée que dans les grottes du Xiangxi, Katay donne naissance aux enfants de Tiger Woods. 3 mois et demi de gestation ont précédé cet événement. Katay adopte cette fois des comportements qui auraient été les siens à l'état sauvage. Elle lèche ses petits et les déplace entre ses crocs avec délicatesse. Après quelques tâtonnements, les nouveau-nés trouvent le chemin de la mamelle. Ils pèsent 1,5 kg. Le lait de leur mère les fera grossir de 50 grammes par jour. Ils ont absorbé le premier lait, le colostrum. Le colostrum, riche en anticorps, les immunise contre les germes auxquels leur mère a été exposée pendant toute sa vie. Comme en pleine nature, Katay éprouve le besoin de camoufler ses petits, de les soustraire à l'odorat des prédateurs. Genbi et Coco ont été élevés par Katay elle-même. Katay a appris à s'occuper d'eux immédiatement pour cette deuxième naissance.
Elle soulève les bébés, la gueule fendue sur toute la largeur, comme si la crainte de leur faire du mal l'effrayait. On peine à imaginer qu'un prédateur aussi féroce et dangereux que le tigre puisse contrôler si délicatement la force de ses mâchoires pour éviter de blesser ses petits. Un nouveau personnage est arrivé à la vallée des Tigres. Il se nomme 327, son numéro d'immatriculation au registre des zoos chinois. À 4 ans et demi, il a déjà atteint la maturité sexuelle. Méfiant, dérouté, il mettra longtemps à s'habituer aux espaces africains. 327 doit apprendre à associer l'image d'une proie à l'idée de nourriture. Dès son arrivée, il a commencé son éducation alimentaire. Hello, my boy. Hello, Bobby. Une biologiste, Vivienne, observe et note les moindres comportements des tigres. Elle fournit ainsi aux scientifiques les informations et statistiques dont ils ont besoin pour valider les phases de l'expérience. Habitué au béton et à l'acier des zoos, 327 redoute jusqu'au contact des herbes de la savane. En quelques jours, le tigre finit par s'acclimater et par accepter que sa nourriture ne vienne plus d'une fabrique industrielle. Il prend rapidement goût au festin de chair fraîche. Madonna est en chaleur et son état attire Tiger Woods. Comme toujours, leur accouplement se fera dans un concert de feulements et de gémissements, tandis que le mâle immobilise la femelle d'une pression d'écrou sur la nuque. Tous les espoirs de Lichuan reposent sur les tigres de la 2e et de la 3e génération, que la présence humaine aura peu imprégné. Récemment, Madonna et Tiger Woods se sont accouplés. Il y a combien de temps? En septembre. Je ne suis pas tout à fait sûre de la date, mais c'était en septembre, fin septembre. Il y a donc 1 mois et demi maintenant. I think that the chances are good. So that was 1 month practically. En Chine, Petreville John continue de chercher une zone susceptible d'accueillir les tigres quand ils seront réintroduits. En liaison avec l'administration nationale des forêts, son équipe, qui inclut David Smith de l'Université du Minnesota, arpente les forêts de plusieurs provinces. Le choix de cette zone protégée, d'une surface initiale supérieure à 150 km², est enfin arrêté. Jen Bee et Coco, les bébés de Cathay, sont nés sans l'assistance des hommes et grandissent d'eux-mêmes. Seule leur mère les initie au jeu, indispensable à leur développement. Le jeu permet aux petits de mesurer leurs forces, d'apprendre à les maîtriser et de mieux dominer leur environnement. Au moment du sevrage, la mère exploite leurs instincts ludiques pour faire d'eux des carnassiers. Dans le mystère qui sied au prince, 2 autres tigres sont nés de l'accouplement tant espéré de Madonna avec Tiger Woods. Personne ne les a vus naître, car leur mère les a mis au monde dans le secret de la savane. Ils se nomment Princess et King Henry.
Les conditions de leur naissance font d'eux de parfaits candidats au retour vers les forêts de Chine. Ils rejoignent ainsi Coco et Genbi dans ce club très fermé. La naissance de King Henry et de Princess prouve que le programme d'ensauvagement des tigres de Chine du Sud peut réussir et qu'en fait, il a même déjà rempli ses objectifs. Au fil du temps, les tigres de la deuxième génération sont devenus de véritables prédateurs. C'est le signe que l'expérience évolue dans le bon sens, mais rien n'est encore gagné. Il faut désormais leur opposer des proies plus combatives et plus vives. Des damalisques à front blanc, dont d'immenses exploitations font l'élevage en Afrique du Sud, sont introduits dans la réserve. Ils vont s'y regrouper, comme dans la nature sauvage, en troupes d'une douzaine d'individus. Piètres sauteurs, les damalisques à front blanc sont en revanche de bons coureurs qui atteignent couramment des vitesses de 70 km à l'heure, une rapidité qui leur donne toutes leurs chances d'échapper aux tigres. Au terme de leur course, les damalisques vont prendre leur marque et établir des territoires sur lesquels un mâle adulte dominera plusieurs femelles, identifiables à leurs cornes plus courtes et plus fines. On laisse aux herbivores tout le temps de s'accoutumer à leur nouveau domaine. Les tigres sont retenus pour l'instant dans un vaste espace séparé d'eux. Hulu connaît le bruit du moteur qui annonce la présence de Vivienne. L'influence des hommes a détourné vers des objets de désir interdits les instincts de Hulu. C'est vers eux qu'ils s'avancent, la démarche coupable, avant même que le forfait soit commis. Les objets du désir se nomment pneus et procurent une immense jouissance à celui qui y plante sa griffe. Le souffle d'un extincteur vide suffit à détourner le tigre de sa proie de caoutchouc. L'addiction de Hulu pour les pneus lui est venue dès l'enfance, quand il fut acquis qu'il serait élevé dans la compagnie des hommes et que ces derniers pouvaient chercher à le distraire. Depuis, il est devenu la terreur des pneus, signe que l'imprégnation touche durablement tous les aspects du développement mental d'un jeune animal. Un phénomène qui intéresse particulièrement le biologiste James Sanderson, membre du groupe félin de l'Union mondiale pour la nature. Les deux canines sont là. Elles sont entrées comme ceci, directement dans le pneu. Les tigres de zoo sont très différents de ceux que vous devez ensauvager. Très différents. Et vous ne devez pas leur donner de pneus pour jouer. Exactement. C'est une leçon que nous avons apprise. Nous essayons de savoir quelles sont les choses à ne pas faire. Beaucoup de nos connaissances sur les tigres viennent des zoos. Mais beaucoup de ces choses sont fausses.
Il ne faut jamais donner aux tigres d'objets artificiels faits de la main de l'homme. Hulu et ses frères sentent que des hardes d'herbivores ont envahi leur territoire et ne peuvent plus contenir leur fureur de chasser. Ils doivent attendre encore quelques jours, le temps que les damalisques, adaptés à leur nouvel environnement, retrouvent toute leur chance. Le temps est venu. Une grille s'ouvre, faisant de nouveau de la plaine un terrain de chasse sans obstacle. Ne jamais regarder en arrière, ne jamais s'attarder. Sinon, Comme l'a dit le professeur David Smith, si les tigres peuvent apprendre à chasser ici, ils pourront chasser n'importe où. c'est une étape déterminante qui vient d'être franchie. Les tigres deviennent de plus en plus autonomes. Chaque chasse réussie les rapproche de leur retour en Chine. Aujourd'hui, Katé est en chaleur. Elle est mise en présence de 327, dans l'espoir qu'un ou plusieurs autres petits pourront, 3 mois plus tard, rejoindre le groupe de jeunes admis à la réinsertion dans la nature sauvage. 327, qui s'élance goujatement, sans prêter attention à Katé, est censé apporter un sang neuf au tigre de Laohu Valley. Pendant les semaines qui ont précédé, il a flirté avec Madonna et Katé en alternance, sans jamais finaliser ses élans. Il serait temps à présent qu'il propage ses gènes. C'est pourquoi toute l'équipe ce jour-là attend de Katé qu'elle séduise le grand mâle têtu et de celui-ci qu'il remplisse son devoir. Rien ne s'accomplira en plein jour, et seul le vent qui se lève sera témoin, tard dans la nuit, de ces noces enfin consommées. Princess et King Henry ont repéré un damalisque qui s'est malencontreusement isolé de son groupe. Les 2 tigres savent, d'instinct, attendre que la proie soit à leur portée et ne s'élancent que quand ils savent pouvoir la prendre au dépourvu. Son sort est scellé. Les enfants de Madonna et de Tiger Woods travaillent en équipe. Quatre jeunes tigres susceptibles de vivre à l'état sauvage, des adultes taillés pour enfanter. L'expérience de Laohu Valley est en train de réussir. Cette jeune femme venue de Chine est en train de gagner son pari.
Sur les parois de ces grottes, il y a des milliers d'années, des nomades ont tracé des inscriptions et dessiné des silhouettes d'hommes ou d'antilopes. Les Bushmen préfèrent qu'on les appelle les San. Nul ne sait pourquoi. Un jour, ils cessèrent de peindre. Nomade elle aussi, Lichuan est venue associer sa fierté à la leur et honorer des ancêtres qui ne sont pas les siens. Il y a 100 jours, un vent venu de l'ouest s'invitait à assister aux noces de Katay et 327. À présent, la femelle tend à s'isoler. Il en a rapporté à Lichuan qu'elle avait le ventre gonflé. Cela signifie que la mise bas devrait se produire dans les 2 semaines à venir. Pour Lichuan, c'est une très bonne nouvelle. C'est Katay. Elle est le premier tigre de Chine du Sud arrivé de Chine. Et maintenant, vous pouvez voir qu'elle est de nouveau enceinte. Je ne sais pas trop ce qu'elle fait, nous n'avons rien vu. Et je me demandais si elle s'était accouplée en secret. C'est de nouveau en compagnie du vent, dans le secret de la nuit, que Katay mettra au monde son 4e bébé viable. Le bébé de Katay, une femelle qu'on nommera Huwa, a été retrouvé au matin, loin de sa mère. La crainte que celle-ci peine à assurer son éducation ou qu'un prédateur ne l'emporte a conduit l'équipe de Laohu Valley à la recueillir. Imprégnée par les hommes, comme ce fut le cas pour Hulu, elle ne pourra être réintroduite dans la nature. Pendant les premiers jours, la santé de Huwa a paru fragile. Celle-ci passe donc ses 3 premiers mois dans un enclos privé d'un zoo de Johannesburg, où en cas de besoin, un vétérinaire pourra à tout moment lui prodiguer des soins. À Laohu Valley, le redoutable Coco contemple de loin le passage d'un groupe d'antilopes indifférentes à sa présence. Ces dernières ont trouvé le moyen d'éviter le croc des prédateurs en se tenant le plus souvent possible sur les espaces découverts où leur vitesse les avantage et où les tigres ne peuvent prendre leur élan sans être repérés. L'adaptation des proies à la pression qui pèse sur elles représente un nouveau défi pour les tigres. Ces derniers doivent parfaire leur technique de chasse. S'ils y parviennent, ils seront encore mieux préparés au retour en Chine. Mais pour l'instant, les proies ont gagné la bataille de l'ingéniosité. Regardez, ils sont regroupés par là. Ils devraient se mettre à l'abri dans les buissons, mais ils restent sur la zone ouverte. C'est un bon exemple de stratégie d'évitement. Chaque fois que de nouveaux animaux sont introduits, il leur faut un peu de temps pour apprendre à tirer avantage des espaces ouverts. Mais je crois que les tigres trouveront le point faible de cette stratégie et parviendront à chasser, même en terrain découvert. Il est temps pour Huwa de revenir à Laohu Valley, où l'attend sa mère et où elle devra jouer son rôle dans le destin de son espèce. On y est, regarde, une vraie chambre à coucher.
Plusieurs arrêts rompent la régularité du trajet. Il faut nourrir Hua à intervalles réguliers, s'assurer qu'elle dispose toujours d'un peu d'eau à boire et veiller sur son état général. La journée s'achève. Hua est enfin arrivée sur les terres où elle est née. Elle passera la nuit à l'abri avant de retrouver sa mère qui, de l'enclos extérieur auquel on lui a donné accès, a senti la présence d'une invitée. Hey, that's Mommy. Mommy's waiting. Look. Depuis quelque temps, Princess ne se montre plus aux hommes. La nuit est son royaume, qu'elle ne partage qu'avec son frère, King Henry. Les premiers tigres qui reviendront en Chine doivent satisfaire plusieurs critères. Ils doivent pouvoir se débrouiller tout seuls. Ils doivent pouvoir voyager sans problème. Mais ils doivent aussi ne pas avoir trop peur des humains, car cela pourrait poser des problèmes lors de leur long voyage vers la Chine. Genbi et Coco remplissent toutes ces conditions. Pour King Henry et Princess, c'est une autre histoire. En apparence, Princess est le symbole d'un ensauvagement réussi, méfiante, invisible, féroce. Pour elle, toute présence étrangère est une menace, et tout empiètement sur son territoire lui provoque un stress. Il sera difficile de la mettre en cage pour un transport. De plus, on ne peut prendre le risque que, libérée en Chine, elle y devienne un tigre mangeur d'hommes. Princess n'est plus le tigre de la dernière chance. À travers le grillage qui la sépare de sa fille, Katei n'a cessé d'observer Hua. Après son repas matinal, celle-ci sera présentée à sa mère. Vous savez quoi? Ajoutez un peu de lait. That's your mommy. Come, meet your mom. Come. Look at that. Look who's that. Look who's that. Hua s'avance précautionneusement vers Katei, plus intriguée que fascinée. Il est essentiel que leur retrouvaille se passe bien, car c'est de mère en fille que se transmet le talent pour la chasse. Il faut que ce lien continue, jusqu'au petit à qui Hua donnera un jour la vie à son tour. Yes, you recognize. Oh, that's your mommy. Go right to your mommy. Katei expédie vers sa fille un long jet d'urine, une urine qui porte les odeurs qui n'appartiennent qu'à elle, sa signature olfactive. Aussitôt, Hua se roule dans l'urine de sa mère pour ne faire qu'une avec celle qu'il a mise au monde et mieux se faire accepter d'elle. Pour Katei, quelque chose a changé. Sa fille vient de la rejoindre par l'odeur et par la soumission. Un long dialogue s'ensuit, fait en alternance de grognements dominateurs et de feulements affectueux. Je pense qu'elles se reconnaissent. Ce son, je ne l'avais jamais entendu auparavant, jamais.
Hua est libérée dans un enclos temporaire. Les présentations ayant été faites avec la prudence nécessaire, elle pourra bientôt vivre près de sa mère. Ce jour-là, une part du destin des tigres de Laohu Valley va se jouer à New York et en Chine, où chacun attend une intervention de Hu Jintao devant les Nations Unies. J'appelle à présent son Excellence Hu Jintao, président de la Chine. Monsieur le Président, la parole est à vous. Depuis longtemps, on accuse la Chine de polluer le monde, de dévaster son environnement et celui de ses voisins, de ne pas préserver ses richesses naturelles. Propagande ou réalisme, un effort sans précédent est annoncé pour mettre en place, enfin, une véritable politique environnementale. Le message est diffusé dans tout le pays. La Chine doit désormais soigner les blessures de son environnement. La bonne nouvelle pour Lichuan, c'est que la réintroduction des tigres de Chine du Sud s'inscrit précisément dans les efforts officiels du pays pour restaurer sa faune perdue. Pour les étapes suivantes de l'expérience, il devient important de pouvoir suivre les tigres et leurs proies où qu'ils aillent. Comment ça va? Bien, heureuse de vous revoir. Heureux de vous revoir aussi. Voici, j'ai apporté les colliers. Laissez-moi voir. Ce sont des colliers pour tigres. Oui, ça y ressemble. Fait sur mesure pour les tigres. Et ici, le collier d'une autre couleur pour les damalisques, plus petit à l'encolure. Oui, on devrait les tester tout à l'heure. Oui, absolument. Et nous devrions pouvoir poser ces colliers au cou des tigres demain matin. Je suis impatiente. Oui, on pourra très bien garder la trace de tous leurs mouvements. Espérons que tout se passera bien demain. Oui, j'en suis sûr. Passer un collier au cou des prédateurs féroces que sont devenus Coco et Genbi n'est pas une mince affaire. Alors, combien pensez-vous qu'il pèse? Bonne question. Je dirais à peu près 150. Coco a été touché au cou. Son état intrigue son frère, Genbi. Genbi! Arrête ça! Genbi est touché à son tour. Avant de s'approcher et de manipuler les animaux, mieux vaut s'assurer qu'ils sont profondément endormis. De l'autre côté de la clôture, King Henry observe ses demi-frères et ne comprend pas ce qui leur arrive. Ah! King Henry!
Venez et tenez-lui la queue. Dès que le collier est posé, on profite de l'anesthésie des tigres pour mesurer leur taille et pour prélever plusieurs échantillons biologiques. Oh, please, can you collect that ticket? I see that. Sur le pelage, on récupère des tiques dont la variété sera vérifiée et répertoriée. Et enfin, on pèse Coco. L'animal pèse environ 135 kg, ce qui signifie qu'il bénéficie d'un régime alimentaire parfaitement adapté. Il reste à ajuster le collier, vérifier la denture et administrer un collier. Les mêmes opérations ayant été conduites sur Genby, il n'y a plus qu'à injecter l'antidote qui réveillera les tigres. Okay. Are they closing? Coco et Genby mettront plusieurs heures à s'habituer à la présence d'un collier autour de leur cou. Ils tenteront en vain de s'en débarrasser, jusqu'au moment où ils n'y penseront plus. Hua doit comprendre que des poils, des plumes ou la tiédeur d'une chair à peine tuée signifie désormais pour elle la proximité d'un repas. L'enjeu n'est plus son retour en Chine, mais la procréation. Car Hua est une femelle qu'on destine à élever des petits selon les règles de la nature sauvage. Un rôle d'autant plus important que parmi les tigres de Chine du Sud en captivité, les mâles sont plus nombreux que les femelles. Les tigres sont là. C'est une occasion parfaite de télécharger les données. Et on va voir tout ce qu'ils ont fait pendant les 24 heures écoulées. Vous pouvez voir les données arriver. Ça vient du premier collier. On voit que des chiffres. Absolument, tout est digital. Le logiciel va tout convertir, de sorte que nous disposions d'éléments qui, en fin de compte, apparaîtront sur une carte. Grâce au collier, il sera possible de suivre sur l'écran d'un ordinateur, pas à pas, chaque mouvement de Coco et Genby. Car on ne pourra envisager leur retour en Chine qu'après avoir vérifié dans les moindres détails leur aptitude à survivre. Hua doit apprendre, pour les enseigner plus tard à ses propres enfants, les préséances et le respect dû à une mère. Même s'il est permis et recommandé de la prendre pour camarade de jeu, il est imprudent cependant de prétendre consommer son repas avant elle. Hua devra se contenter des restes. Kate fait exactement le travail attendu d'elle. Donner à sa fille une bonne éducation selon les normes en vigueur chez les tigres. Afin de ne faire peser sur sa mère aucune pression, il est courtois de jouer, de s'occuper à autre chose en attendant qu'elle achève son repas. C'est à ce prix qu'on pourra enfin se remplir la panse.
Un jour, Huwa deviendra mère à son tour. Elle soumettra ses enfants à la discipline et aux règles qu'elle aura apprises de Katay. Si elle sait les élever, ils sèmeront la terreur dans la forêt. Tel est le rôle qu'elle doit jouer pour sauver son espèce. Sa mission est de devenir une mère admirable. Il faudra encore des années pour que le rêve prenne forme. Mais en Chine, son décor se dessine déjà. L'impulsion donnée par le gouvernement produit ses effets. Une vallée vaste et boisée, peuplée de daims, a été choisie pour accueillir un jour les tigres revenus d'Afrique du Sud. La faune et la flore y seront protégées et enrichies. On y délimitera dans un premier temps, pour que la réintroduction se fasse progressivement et sans danger pour les hommes, un vaste secteur clôturé. Tigres et cerfs, porcs-épics, porcs sauvages et daims mèneront une vie ignorée des hommes. On préservera la vallée de toute urbanisation. Coco et Genbi, candidats au retour vers la Chine, doivent encore remporter une épreuve. Leur comportement, face à des proies de plus grande taille, va être étudié grâce au collier posé autour de leur cou, mais aussi grâce à celui qu'on va mettre en place sur un vigoureux damalisque. L'émetteur indiquera aux biologistes les moindres déplacements du groupe auquel appartient l'herbivore. En repérant régulièrement les troupeaux ainsi localisés, on pourra établir le taux de prédation des tigres. On comparera leur stratégie de prédation aux techniques de survie des proies. On déterminera surtout le nombre d'herbivores nécessaires dans la réserve chinoise et leur taux de reproduction. Ces indications permettront de décider, selon le nombre de proies consommées par chaque tigre tout au long de sa vie, le nombre de prédateurs qu'on pourra réintroduire. Pour Li Chuan, ces 10 ans d'expérimentation à Laohu Valley ne sont qu'un début. D'autres tigres naîtront et d'autres encore. L'une des plus extraordinaires tentatives d'ensauvagement jamais menées se solde déjà par un succès. Mais une autre aventure commence, celle de la réintroduction. Li Chuan consacrera le reste de sa vie à installer des tigres, ces tigres, dans une vallée chinoise. Venus du bout du monde, ces animaux ont saisi leur dernière chance. Ils ont honoré leurs ancêtres. 2 pionniers dignes d'eux marcheront sur leurs traces. Ils se nomment Coco et Genbi. Ils sont nés pour survivre. Dans un instant, le Taj Mahal se refait une beauté. C'est l'occasion d'y aller. L'ISAC dit stop au tangage et à la vision floue avec les nouveaux verres progressifs grand angle Varilux S-Series Decilor. Vos yeux méritent l'ISAC. Seb invente ActiFry, révolutionnaire, avec une seule cuillère d'huile, cuisinée de vraies frites et une infinité de plats sains et gourmands.
Comtesse du Barry. Foie gras de canard fermier glacié à l'orange. Saumon fumé tranché à la main. Caviar français. À découvrir en boutique. Comtesse du Barry, la maison de la gastronomie. Pendant les fêtes, soutenez Handicap International en achetant le sac à sapin. Préparez-vous à un face-à-face inédit avec des Russes pas comme les autres. Aussi belle que surprenante, Terre sauvage de Russie, lundi à 20h40 sur France 5. France Télévisions, partenaire de Marseille-Provence 2013. « 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique. La même année, la ville d'Ajaccio est fondée. Le premier événement a changé la face du monde. Le second a donné naissance à l'une des villes les mieux abritées du globe. Explication, juste après avoir présenté notre plan de vol en Basse-Corse. D'Ajaccio, nous suivons le littoral vers le sud, jusqu'à Sartène. Une incursion qui se termine en beauté, au-dessus des aiguilles de Bavella. Un itinéraire cousu main qui nous ramène à Ajaccio. La situation d'Ajaccio, recroquevillée dans sa baie, lui assure des températures clémentes toute l'année. Une douceur qui convient aux hommes, mais plus encore à la végétation. Le microclimat qui règne sur la ville permettrait d'y planter 80% des espèces de la planète. Il est particulièrement apprécié des palmiers dont la ville est si fière. Ces palmes sont très lourdes, elles sont munies à leur base de vrais poignards. Si ça tombe sur une personne, ça peut vraiment l'endommager. Et donc c'est important que les palmiers soient élagués au moins tous les ans. S'il n'y a pas les palmiers, Ajaccio ressemblerait plus à rien. Cap au sud à présent, où le rivage n'est pas toujours placé sous les mêmes auspices que le golfe d'Ajaccio. La principale menace ici porte un nom, Mistral. Quand le vent de nord-ouest s'abat au large de Porticcio, il fait une guerre sans concession aux plus frêles embarcations. Seul refuge en cas de forte mer, les profondeurs, si belles ici qu'on a peine à rejoindre la surface. Sur les hauteurs de sa presqu'île, la tour génoise de l'Isolella offre un belvédère sur la plage de Vervia. 500 mètres de sable, étincelant, ponctué de pinèdes. Et ne vous fiez pas à ces images. Au mois d'août, les places sont chères sur la plage qu'on surnomme aussi la plage d'argent. Plus au sud et toujours plus chaud, sur la presqu'île de la Castagna, le soleil cogne si fort que les villas de luxe sont climatisées de la cave au grenier. Un confort désormais plus abordable depuis que la Corse est décidée à apprivoiser les rayons du soleil pour en faire du courant électrique. À proximité de Sartène, le mercure grimpe en flèche. Perché sur son piton rocheux,
l'ancienne forteresse revendique son titre de plus corse des villes corses. Appellation due à Prosper Mérimée, auteur du célèbre roman Colomba. Un mélodrame qui s'achève en vendetta. Plus à l'ouest et toujours plus haut, telle une armée pétrifiée, les aiguilles de Bavella, assure-t-on ici, sont les plus belles de Corse. Signalé par une croix, le Monte Al-Soudina culmine à 2134 mètres. C'est le 6e plus haut sommet de Corse, mais le premier du sud de l'île. C'est ici que nous virons de bord vers l'un des sites les plus visités en Corse. Pour l'atteindre, il faut encore franchir la Punta di Lisa, qui domine le golfe d'Ajaccio. Attention à présent, escalade de sensations en prévision. La pointe de la Parata est en ligne de mire. Nous sommes au nord-ouest d'Ajaccio, dans un espace dédié aux activités en plein air. Explication après en avoir fait le tour, le nez dans le guidon. Magique, hein. Dans ce cadre-là, vraiment, il n'y a pas de quoi être déçu. Hein. À paysage exceptionnel, traitement exceptionnel. La pointe de la Parata a récemment rejoint le réseau des grands sites de France. Objectif de ce classement, canaliser le déplacement des centaines de visiteurs. Pour ça, 2 règles essentielles. Les véhicules stationnent sur les parkings, après quoi, les touristes n'ont plus qu'à marcher, pédaler, se faire tracter sur les chemins balisés. Là où s'achève la terre ferme, les plus téméraires n'auront qu'une envie, rejoindre coûte que coûte les îles sanguinaires. Pour atteindre le chapelet d'îles qui agonise au large, un seul moyen, se jeter à l'eau. Donc là, on va sur l'île principale, Medzumar, plus connue sous les îles sanguinaires. C'est des passages ici où si on passe un peu de bonne heure le matin, on a la chance de voir les dauphins de temps en temps. Mais c'est aussi la porte un petit peu de l'enfer, puisque dès que la mer elle est mauvaise, dès qu'on passe ici, on peut multiplier la houle par 2, voire par 3. Pourquoi est-ce qu'on appelle ces îles les îles sanguinaires? Alors, le coucher de soleil sur la roche rouge avec des plantes aussi qui changent de couleur en automne et qui viennent un petit peu rose-rouge. Donc ça fait un petit peu sanguinaire de loin. On avait aussi, donc par rapport aux lépreux, presque un mouroir. Donc on pourrait dire que c'était sanguinaire. Après, chacun va y mettre un petit peu de sa version. C'est pas vraiment laquelle est la bonne. Chacun prend la sienne et puis fait son petit rêve. Voilà. Voilà tout l'attrait de ces coins de paradis qui constellent le littoral. Donner une chance unique à quiconque s'y aventure d'aller au bout de ses rêves.